Bonjour à tous et bienvenue sur État d'âme. Aujourd'hui, j'accueille Adèle, 27 ans, une femme incroyablement courageuse qui ne cesse de surmonter des douleurs atroces au quotidien. Une femme qui n'aime pas se plaindre, car ne se sent pas forcément légitime, pensant qu'il y a toujours pire ailleurs, donc reste dans le silence. J'aimerais, Adèle, que tu saches que tu es bien légitime, connaissant ton parcours de santé qui est loin d'être facile à vivre. Chacun a le droit d'exprimer ses émotions, ses ressentis, ses douleurs, et je suis contente et fière que tu sautes le pas en partageant ton histoire avec nous, dans l'espoir d'inspirer d'autres personnes, car comme vous le savez, chaque femme est unique, mais certains parcours de santé s'entremêlent. Excellente écoute. Bienvenue, chers auditeurs, dans une toute nouvelle saison d'État d'âme. État d'âme vous fait vivre des moments forts avec des témoignages de femmes exceptionnelles et des conseils précieux de spécialistes de santé. Mais cette saison, préparez-vous à être transportés encore plus loin par État d'âme Stories. Ce sont tout simplement des récits fictifs, des histoires captivantes qui vous bouleverseront, des situations auxquelles vous pourrez vous identifier. Ces histoires, façonnées par ma plume, vous plongeront au cœur des défis, des victoires et des émotions de la vie quotidienne des femmes, avec derrière chaque histoire un message important. Je vous invite à écouter attentivement, à apprendre et à grandir avec chaque épisode. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de cette saison spéciale qui déploie ses ailes pour vous offrir un contenu unique en son genre. État d'âme Stories. Chaque histoire est une leçon, chaque femme est une source d'inspiration. Restez à l'écoute, vous êtes sur État d'âme. Vous allez découvrir à présent l'histoire d'Adèle. Son histoire a commencé à l'âge de 18 ans. À cette époque, Adèle ne passait pas un jour sans faire du sport. C'était un équilibre pour elle, un exutoire. Équitation, course à pied, piscine, une femme très active. Mais un jour, Adèle a commencé à avoir des douleurs de dos, de plus en plus importantes. Mais n'y prêtait pas forcément attention. Mais son corps l'a rattrapée, lors d'un job d'été où elle va finir allongée par terre avec une douleur atroce au niveau du dos. S'ensuit des examens, on va lui apprendre une fracture de lis ischémique avec ce qu'on appelle le spondylolisthésis associé à une sténose foraminale bilatérale. Cela avait été accentué par le job d'été. Mais bien là, depuis un bon bout de temps peut-être dû à une chute due à l'équitation. Sa fracture était bilatérale. Les deux isthmes avaient été fracturés. Cela a été très difficile pour elle quand on lui a appris que désormais l'équitation était de l'histoire ancienne. Mais elle n'était pas au bout de ses peines. Elle va subir une arthrodèse, qui consiste à souder entre elles plusieurs vertèbres grâce à du matériel métallique, vis, plaques, tiges, de façon à ce qu'elles ne puissent plus bouger les unes par rapport aux autres. 4% s'avère être un échec. Adèle fait-elle partie des 4%? Découvrez tout de suite son histoire. Bonjour Adèle, merci beaucoup à toi de partager ton témoignage sur État d'âme. Bonjour Stéphanie et bonjour à toutes. Eh ben, écoute, merci à toi de me donner la parole et puis de me permettre de partager mon expérience qui pourra peut-être aider certaines d'entre vous à voir les choses différemment ou à se reconnaître. Donc voilà, je te remercie pour ça. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu avec tes mots ce qu'est le spondylolisthésis par lis ischémique qui te touche? Une lis ischémique, en fait, donc c'est une fracture de fatigue au niveau de l'isthme vertébral. Donc l'isthme vertébral, c'est une partie du rachis lombaire. C'est ce qui sépare les articulaires supérieurs et inférieurs. Donc en fait, il y a eu une fracture à ce niveau-là. Et donc moi, c'est les deux isthmes qui se sont fracturés. Et après, ça a entraîné le glissement de la vertèbre, puisqu'elle n'est plus maintenue. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un spondylolisthésis. Donc ça, c'est une affection qui touche moins de 6% de la population générale et souvent des jeunes sportifs qui pratiquent des sports un peu traumatiques. Donc moi, c'était l'équitation. Après, évidemment, ça ne touche pas toutes les jeunes personnes qui font du sport, hein. Il y a des facteurs anatomiques qui accentuent ce phénomène-là. Et puis donc après, les contraintes mécaniques accrues liées à la pratique du sport qui accentuent ce phénomène. Et donc après, ça génère des lombalgies chroniques.
Donc, quand c'est bilatéral, ce qui a été mon cas, ça évolue vers le spondylolisthésis. Donc ça entraîne toute une raideur de la chaîne postérieure, donc des membres inférieurs, du dos, des fesses, des hanches, de toute la chaîne postérieure, des radiculargies, vraiment des douleurs qui sont chroniques et neuropathiques aussi. Et depuis l'annonce de ton diagnostic, qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien ? Donc en général, effectivement, quand ils annoncent, quand ils posent ce diagnostic, il y a plusieurs prises en charge qui sont envisagées en fonction de chaque cas. Donc moi, quand le diagnostic est tombé, donc à cette époque-là, je faisais du sport quasiment tous les jours. Donc c'était soit j'étais à cheval, soit j'allais courir, soit j'étais à la piscine, soit j'étais de toute manière en mouvement permanent. Sauf que en fait je me rendais compte surtout à cheval que je commençais à avoir très mal au dos. Je le cachais et c'est vrai qu'à cette époque comme j'étais musclée, ça maintenait bien ce qui était en train de se passer dans ma colonne vertébrale, sauf que ça n'a pas pu durer. Ça devait être de plus en plus douloureux. À quel moment ton corps a sonné le signal d'alarme tout seul ? Au cours d'un job d'été où j'ai porté des charges lourdes, que ça a été la catastrophe. Je me suis retrouvée au sol allongée par terre, accident du travail. Et donc là, ils m'ont refait une radio et c'est là qu'ils se sont rendus compte que ça s'était accentué par rapport à la radio qu'on avait pu prendre quelques mois avant. Et donc là, après, on va voir un spécialiste de la colonne vertébrale. Et puis, c'est là que donc, il m'a pris les mesures tout de suite pour me mettre un corset. Il m'a dit ce jour-là, j'espère que vous avez bien compris que pour vous, c'est terminé l'équitation. À ce moment-là, quand il t'annonce que l'équitation, c'est terminé, et portage H24 d'un corset, j'imagine que ton quotidien, surtout pour une adolescente, va complètement changer. À partir de ce moment-là, c'est vrai que mon quotidien a complètement changé parce qu'on passe d'une vie d'ado un peu hyperactive et qui est maintenue par son activité sportive. Psychologiquement, c'était ce qui me faisait aussi aller bien, c'était que j'étais toujours en mouvement. Et là, je me suis retrouvée donc avec un arrêt total du sport. Et un corset, donc 2 semaines après, j'allais essayer mon corset qui allait partager ma vie, nuit et jour. Et donc l'idée c'était déjà de repositionner, on va dire, ma colonne vertébrale comme elle devrait l'être et espérer aussi que la fracture se résorbe. Ça peut arriver. Donc voilà. Donc clairement, au début, moi j'ai pas... C'est difficile parce que tout va très vite, donc on se rend pas forcément compte de l'impact que ça va avoir jusqu'à ce qu'on porte le corset. Conjointement, j'ai eu des problèmes de famille et donc on m'a virée en fait de chez moi et on m'a mise toute seule dans un appartement. J'ai passé un concours que je n'ai pas eu. Donc, il y a eu l'association de beaucoup de choses et surtout la solitude à ce moment-là. Ça a été du coup une dégringolade, on va dire, assez rapide. Et moi, je me suis pas vue tout de suite sombrer et les personnes qui m'entouraient n'ont pas forcément vu non plus. Sauf que voilà, je me suis retrouvée à ne plus à être en échec scolaire, à être seule, bien trop seule pour quelqu'un qui a 18 ans et avec un corset et tous mes rêves sportifs pour le moment mis en stand-by complet quoi. Et donc après avec des rendez-vous de suivi, des choses comme ça. Et donc effectivement ça a été plus difficile mentalement que physiquement finalement. Parce que rapidement en fait j'ai eu l'apparition de troubles anxieux généralisés donc qui sont manifestés vraiment rapidement et de manière très forte et puis j'étais dans un état dépressif quoi ça s'est mis en place aussi rapidement mais parce que le fait de s'arrêter complètement et que tout ton équilibre s'écroule tout d'un coup. Moi, il y a plein de choses qui sont ressorties, en fait, des choses que j'avais gardées au fond de moi depuis des années,
mais que la pratique du sport me permettait d'évacuer en frustration, en peur, en tristesse. Et là, évidemment, tout s'arrête. Donc, ça paraît, quelque part, ça paraît très logique que, il se passe plein de choses aussi dans notre esprit à ce moment-là, et pas forcément des choses très positives. Et donc, effectivement, mon quotidien, comme moi-même, à partir de ce jour-là, en fait, de l'annonce de l'arrêt du sport, du début, en fait, de toute cette histoire, moi aussi, j'ai changé complètement. Je ne suis plus la personne que j'étais avant toute cette histoire. J'ai eu du mal avec la personne que je suis devenue pendant très longtemps. Mais voilà, vous verrez au fur et à mesure qu'on peut finir par retrouver un équilibre quelque part. Est-ce que tu en veux un petit peu à l'équipe médicale, c'est-à-dire sur la mise en garde d'un risque dépressif avec tous ces changements brutaux dans ta vie ? Je pense qu'à ce moment-là, il y a eu quand même une erreur de la part de l'équipe médicale qui m'accompagnait et aussi des adultes qui m'entouraient, c'est qu'ils ne se sont pas dit que psychologiquement, ça allait être difficile. Ça, je trouve que ça a été un peu l'erreur parce que ça a eu des conséquences qui ont été difficiles à rattraper après par la suite. Et c'est à moi que ça a demandé beaucoup d'efforts et beaucoup de me faire violence vraiment pendant des années, quoi. Donc, parce qu'il y a aussi le regard des autres. Hein. Tout d'un coup, l'Adèle, on va dire, Adèle qui sortait, qui était fêtarde. Vraiment, j'étais le stéréotype de la jeune de 18 ans, quoi, tout feu, tout flamme. Tout d'un coup, elle se retrouve déjà psychologiquement pas bien. Parce que seule et virée de chez soi, donc ça impliquait aussi beaucoup d'autres choses au niveau de ma santé mentale, mais aussi avec un corset, des douleurs qui se sont très vite accentuées, parce que mettre un corset sur un corps qui était très musclé et arrêter complètement le sport, je vous laisse imaginer les conséquences que ça a eu. C'est-à-dire que j'ai perdu énormément de poids et donc toute ma masse musculaire très rapidement. Ça, je pense aussi que ça a été une erreur de leur part, hein. Donc un corps qui change, un corps, moi jusqu'ici j'avais pas de problème avec mon corps, et là ça a été très compliqué de se voir quotidiennement avec un corset qui va jusqu'à la moitié des fesses, jusqu'en dessous de la poitrine. On est obligé de se mettre en leggings tous les jours parce que sinon ça frotte sur la peau et donc ça s'infecte, voilà, c'est vraiment pas terrible. Donc on est habillé clairement comme on n'a pas envie d'être habillé, on est raide comme un balai et on n'est pas ce qu'on aimerait être à 18-19 ans, quoi. Donc voilà, c'est tout un engrenage qui forcément a généré beaucoup de colère, beaucoup de tristesse et je me suis sentie complètement perdue à ce moment-là et très seule. Finalement, on se retrouve très seul dans ces moments-là aussi. En tout cas, ça n'a vraiment pas dû être évident, je comprends. Lors de tes études, tu as pu gérer avec tes douleurs et aussi ton trouble anxieux généralisé ? Comment ça s'est passé ? Ça a pris beaucoup d'ampleur, parce que les troubles anxieux généralisés, on n'est pas bien soutenu, bien accompagné. Ça prend de l'ampleur hyper rapidement. Donc moi, j'étais arrivée à un point où je n'arrivais plus à sortir de chez moi. Je faisais des crises d'angoisse dès que je me retrouvais dans la rue. Les magasins, c'était impossible. Voilà, c'était vraiment devenu hyper handicapant, quoi. Donc ça a duré 1 an. 1 an où, à un moment donné, on se dit j'ai 2 solutions. Soit je vais finir par me faire hospitaliser parce que je commençais vraiment à avoir des idées noires. Donc je le rappelle, c'est l'association de à la fois le diagnostic qui est tombé, mais aussi tout un passif qui était derrière. Et donc ce moment de fragilité a fait ressortir plein de choses. C'était pas uniquement lié au diagnostic. Et donc voilà, je me suis dit, c'est soit tu vas être hospitalisé, et franchement, je me suis dit, je risque de pas m'en sortir. Soit tu te fais violence et tu essaies de trouver un sens à ta vie et tu te réveilles, quoi. Tu te laisses pas tomber comme ça.
Et donc, mon papa m'a beaucoup conseillé à ce moment-là et il a eu raison, hein, il ne m'a pas laissé le choix. Il m'a dit, écoute, moi je pense que tu devrais faire assistante sociale, ça pourrait être bien, c'est 3 ans de formation, des stages qui sont rémunérés. Voilà, moi je connaissais rien à ce métier, j'avais beaucoup d'idées reçues. Ça me donnait pas envie, mais je me suis laissée porter parce que à ce moment-là, on n'est plus en capacité d'être objectif et de savoir vraiment ce qui est bon pour soi. Donc c'était un concours d'entrée pour entrer dans l'école avec un écrit. Si on était accepté à l'écrit, après il y avait 2 oraux, dont un oral qui se déroulait avec une psychologue. Donc je vous laisse imaginer l'angoisse quand on a des troubles anxieux généralisés, l'idée même de passer un concours dans une salle avec plein de personnes et après des oraux dont un avec une psychologue. Voilà. Sauf que j'ai réussi. Donc j'ai réussi les écrits. Je me suis vraiment fait violence. Ça a été dur. Je sortais plusieurs fois pendant l'épreuve. Hein. Voilà, mais j'ai réussi l'écrit. J'ai réussi les oraux. Donc quelque part, j'ai dû réussir à duper la psychologue aussi. Et donc après, voilà, 3 années de formation. Dès la première année, on a des stages dans le monde professionnel. Donc après, les douleurs étaient toujours là, hein, parce qu'on m'avait retiré le corset parce qu'au bout de 7 mois, on s'est rendu compte que ça n'avait pas fonctionné. J'avais énormément maigri, plus de masse musculaire, psychologiquement toujours pas terrible. Mais donc voilà, j'ai mené mes 3 années d'études comme j'ai pu, avec mes angoisses qui se sont vraiment calmées au fur et à mesure des années et de mes expériences positives. Mais par contre, les douleurs, non, ne se sont pas calmées. Je me suis rendu compte que en fait, j'arrivais pas du tout à tenir une semaine, on va dire, de 35 heures ou 39 heures comme quelqu'un on va dire, de normal. C'était impossible. Donc ça, je l'ai beaucoup caché. Mais je rentrais donc à pied, par exemple, de mon lieu de stage jusque chez moi. Il y a des fois, je n'arrivais plus à marcher. J'étais obligée d'appeler mon conjoint qui vienne me chercher. J'étais en pleurs de douleur. Je me recroquevillais dans la rue. Je courbais le dos, en fait, parce que c'est comme ça que ça me soulageait. Voilà, je me bourrais de médicaments toute la journée. C'est des nuits qui sont pas des nuits, hein. C'est pas ce que c'est de dormir, de fermer les yeux, de se réveiller le matin et d'avoir bien dormi. Et entre les rendez-vous que j'avais sur mon lieu de stage, je m'allongeais à même le sol. C'était, même pendant les rendez-vous, il fallait que je me lève par moment pour respirer, quoi, parce que les douleurs, elles sont tellement importantes que... donc ça avait vraiment une incidence... hyper forte, sauf que je n'en parlais pas et je le cachais. Ça dure un temps, hein, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ma tutrice donc, de stage s'est rendue compte, je ne marchais plus correctement, j'avais une tête déterrée. Donc forcément, à un moment donné, elle m'a dit « mais il faut que tu m'expliques ce qui se passe ». Et donc, c'est la première fois que j'ai commencé vraiment à expliquer ce que je traversais. Et l'incidence que ça avait là, sur mon quotidien et même sur la réalisation de mes études. Mon stage se déroulait très bien, hein, il n'y avait pas de souci là-dessus. Au niveau de mes écrits à l'école, c'était nickel. Mais moi, ça me demandait 3 fois plus d'efforts que quelqu'un de normal. Et le problème, c'est qu'il fallait tenir les 3 années. Et je me disais, je vais jamais tenir, quoi. Et donc, grâce à ma tutrice de stage, j'en ai parlé. J'ai compris qu'il fallait que j'en parle et qu'il ne fallait pas que je me cache de ça. Elle a fait venir mon référent de formation. Et en fait, on a après adapté mes horaires de stage de sorte que j'ai moins d'heures de présence sur le lieu de stage, que je puisse plus me reposer physiquement. Et voilà, donc ça a vraiment été... une bonne étape pour moi parce que ça m'a permis de comprendre que je ne devais pas m'en cacher. Et elle m'a aussi dit donc de faire ce qu'on appelle une reconnaissance de travailleur handicapé, parce qu'elle m'a dit là, le problème que tu rencontres en stage, le jour où tu vas être dans le monde professionnel,
si tu n'as pas une reconnaissance de ton handicap, ils ne te font pas de cadeau, quoi. Et donc, elle m'a incité à faire cette démarche. Donc, j'ai monté le dossier avec mon médecin traitant. Et donc, il m'a été accordé la première fois pour 3 ans. Et après, j'ai un renouvellement tous les 3 ans. Donc ça a aussi été une étape, hein, parce que quand on est jeune comme ça, demander une reconnaissance de handicap, c'est poser les choses et accepter qu'on ait un handicap, qui soit pas forcément visible tout le temps. Mais ça reste un handicap et voilà, le fait qu'il y ait une commission qui se réunisse et qui traite le dossier et qui admette effectivement que c'est un handicap pour la pratique, dans l'exercice de son métier. Ça c'était aussi une étape, mais je ne regrette pas d'avoir fait cette démarche et j'inciterai d'ailleurs toutes les personnes qui ont des pathologies similaires ou bien pires que moi de faire cette démarche qui devrait être automatique. Donc, après, au fur et à mesure de ma formation, j'ai appris à en parler plus facilement pour moins être en difficulté. J'ai beaucoup travaillé. J'ai eu des stages qui se sont super bien passés, qui m'ont permis de trouver ma place. Je me suis rendu compte qu'en fait, ce métier, il était fait pour moi et que d'être auprès de personnes qui étaient en difficulté. Et quand on parle de difficulté, moi, je me comparais à eux et je me disais, mais relativise, il y a pire. Et donc, je me suis vraiment dédiée à ce que je faisais. J'ai été passionnée par mes études, la réalisation de mon mémoire. J'ai tout donné pour avoir ce diplôme d'État. Et ça a été ça a vraiment été beaucoup de travail. Et j'ai réussi donc à avoir mon diplôme. J'ai même été 2e de ma promotion. Donc ces petites réussites aussi, ça fait que tout d'un coup, l'angoisse, elle prend le large, hein, parce qu'on se rend compte qu'on est capable. Et en plus qu'on est capable, mais pas qu'un petit peu. Donc quand on a de réelles réussites et qu'on nous dit que ce qu'on fait c'est vraiment bien et qu'on est à la bonne place et que on va être une super professionnelle et voilà, et c'est en entendant des choses comme ça que moi en tout cas je suis sortie de cette angoisse maladive et que je me suis dit malgré tout ça, malgré ce que toi tu penses être des défauts et vraiment quelque chose de honteux, en fait, malgré tout ça, tu as réussi et tu as réussi, pour le coup, vraiment bien, quoi. Donc, ça a été très positif. Donc, 3 années de formation qui se sont déroulées avec beaucoup de travail, mais qui se sont bien terminées. Et donc, l'obtention de ce diplôme d'État. En tout cas, moi, je tiens à te dire bravo. Et bravo aussi à ta tutrice parce qu'elle a pu te mettre à l'aise pour parler et elle a pris le temps aussi avec toi de savoir ce qui se passe. Et bravo donc à toi d'avoir voulu en parler et que ce ne soit tout simplement plus un tabou. Parce qu'à un moment, à cause de tout ça, de tout ce que tu subissais avec les douleurs, je pense qu'il y a peut-être un petit moment où ça aurait été risqué et tu aurais pu décider de tout abandonner et de passer à côté de ton métier coup de cœur, si je peux dire. Ton boulot d'assistante sociale, tu as dû rencontrer plein de personnes avec des histoires assez difficiles. Ce n'était pas trop stressant parce que tu as dû gérer tes angoisses avec ton trouble anxieux généralisé, plus ceux des autres. Donc effectivement, oui, j'ai rencontré des personnes avec des histoires plus que difficiles. J'ai beaucoup travaillé avec les personnes sans domicile fixe. Donc j'accueillais du matin jusqu'au soir des personnes qui dormaient dehors depuis des semaines, depuis des mois, qui avaient super faim, des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Et avec beaucoup de responsabilités, comme décider si une personne peut être mise au chaud le soir, si elle peut bénéficier d'un repas, ou si non, je la laisse dormir dehors. Et un stress, c'est vrai, permanent, du matin jusqu'au soir, c'est beaucoup d'appels, beaucoup de bruit, beaucoup de demandes, beaucoup d'urgences. Et étonnamment, j'ai très bien su gérer mes angoisses. Et ça a été même hyper bon pour moi. Le fait d'être dans cette suractivité, cette surproductivité, j'avais pas le temps de penser. Et donc, j'étais 100% dédiée à ce que je faisais, 100% dédiée aux personnes que j'accompagnais. J'étais épuisée, clairement. Je me suis vraiment mise de côté pendant cette période-là. Mais j'étais hyper stimulée intellectuellement.
Et c'était une expérience incroyable. Donc, par rapport à mes troubles anxieux, j'avais fait énormément de progrès depuis ma formation et tout ça. Mais finalement, cette expérience a été plus que positive pour moi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, dans l'activité, même une suractivité, là où beaucoup d'autres stressaient, et ben moi, finalement, j'y trouvais plutôt un équilibre, quoi. Et oui, j'ai envie de dire, s'occuper pour ne pas penser, c'est souvent ce que font les gens sujettes à l'anxiété. Et ça, sans même forcément s'en rendre compte, sur des activités où on reste focus, on a du mal à décrocher. En tout cas, si ça a pu t'aider, c'est l'essentiel. Tes douleurs auto, c'était un petit peu calmé ou au contraire intensifié? Comment tu faisais? Alors, évidemment, non, mes douleurs de dos ne s'étaient pas calmées. Au contraire, plus le temps passait, plus ça empirait. Moi, je faisais un petit peu l'autruche, je pense. Mais voilà, même mes collègues me faisaient remarquer qu'en fin de journée, je marchais pas normalement. Donc, j'avais un collègue qui me mimait souvent parce que moi, je me rendais pas compte. En fait, j'étais tellement prise dans ce que je faisais que je laissais complètement de côté mon corps, bien que je sentais... j'avais mal tous les jours et quand je travaillais, j'avais mal tout le temps. Mais j'étais... Je sais pas trop ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là, mais voilà, j'étais plus concentrée sur ce que je faisais que sur moi-même finalement. Et donc voilà, une journée type en plus dans ces milieux-là, c'est beaucoup, c'est des journées qui sont à 100 à l'heure, donc forcément ça n'allait pas arranger mes problèmes de dos, bien que finalement le fait de ne pas être trop statique, ça, c'était quand même plutôt pas mal parce que le fait d'être assis très longtemps, par exemple, ça, c'est pas bon du tout, comme le fait d'être trop longtemps debout ou trop longtemps en déplacement. Et là, finalement, j'étais quand même... je bougeais beaucoup. Mais ça faisait des journées qui étaient quand même avec un rythme très soutenu. Donc, forcément, à un moment donné, il a fallu que je me rende à l'évidence et que je me dise, voilà, là, les médicaments, ils ne fonctionnent plus, je suis allée trop loin, quoi. Donc, j'ai revu ma rhumatologue. On a fait un point ensemble et puis elle m'a dit, voilà, moi, je pense que là, il faut que vous rencontriez un chirurgien qui est spécialiste du dos et de la pathologie que vous avez et il faut qu'on lui demande son avis. Et oui, après 7 ans d'errance médicale, tu as pu rencontrer un chirurgien qui va décider de t'opérer rapidement. Comment tu t'es sentie à cette annonce? Soulagée, j'imagine. Ça consistait en quoi, cette opération? Donc moi, à ce moment-là, je me suis dit, mais le chirurgien en plus en question est connu pour avoir un franc-parler, ne pas prendre tout le monde, être très sélect dans les patients qu'il prend en charge. Je me suis dit, il va m'envoyer bouler, quoi, et puis il va me dire, vous n'avez rien, et voilà. Surtout en étant jeune, comme je le suis. Je savais, on m'en avait déjà parlé, certains spécialistes m'avaient dit, les chirurgiens ne voudront pas vous opérer, vous êtes trop jeune, quoi. Mais bon, j'ai quand même pris ce rendez-vous, j'étais très anxieuse le jour du rendez-vous, je voyais que ça défilait à une vitesse pas possible. Juste avant moi, il y avait un monsieur qui s'est fait expédier en 5 minutes top chrono. Je me suis dit, mais ça y est, il va m'envoyer bouler. Et puis, en fait, pas du tout. Donc, il a regardé tous mes examens. Il m'a posé plein de questions. Il m'a ausculté. Et il m'a dit, moi, je peux vous opérer d'ici à 1 mois. Et donc, après, il m'a expliqué ce qu'il pouvait faire en termes de chirurgie. Donc, c'était ça, sur 5 jours d'hospitalisation. Lui, donc, l'opération consistait à... Donc, il m'ouvrait le bas du ventre comme une césarienne, sauf qu'il va quand même jusque la colonne vertébrale. Et donc, il venait mettre une prothèse discale avec des cales pour éviter que la vertèbre continue de glisser. Et il injectait un produit pour créer de l'os et donc fusionner... résorber la fracture, quoi. Donc voilà, il m'a expliqué tout le protocole. Ça a fait beaucoup d'informations pour ce rendez-vous, surtout que moi je partais en me disant qu'il me prendrait pas en charge et que il me proposerait certainement pas une opération. Mais je me souviendrai toujours de quand je suis sortie de ce rendez-vous.
J'étais sur le parking, je pleurais de joie parce que je me suis dit, en fait, voilà, c'est peut-être ça qui va faire que ma vie, elle va redevenir normale, quoi. Je vais pouvoir peut-être faire des choses que je faisais comme avant. Enfin, il y a une solution depuis, ça fait tellement d'années là que je galère avec ça. Ça y est, j'ai enfin une solution. Quelqu'un qui me dit aussi que, bah oui, en fait, vous avez un problème et que ce problème, il peut être solutionné par une intervention chirurgicale. Et donc, quelqu'un, enfin, qui m'apporte une solution, quoi. Donc, ça a vraiment été une très bonne nouvelle. Et du coup, raconte-nous un peu ton opération. Le jour de l'opération est arrivé, donc 5 jours d'hospitalisation. Mon conjoint est venu avec moi pendant les 5 jours. Mon attitude pendant l'hospitalisation, c'était... j'étais souriante tout le temps. Franchement, pour moi, c'était tellement l'opération tant attendue qu'une fois que j'avais passé... que j'étais sortie du bloc, revenue dans ma chambre, je me disais, voilà, ça va être dur là, mais tout ira mieux après, quoi. Donc, je m'attachais vraiment à ça. Après, très clairement, les douleurs, dès que l'anesthésie ne fait plus trop effet, là, on se rend compte de ce qui a été sectionné dans nos muscles et donc au niveau des abdominaux et tout ça. Donc, à chaque respiration, chaque pseudo-rire, chaque... envie de tousser parce que ça, on a envie de tousser à cause de l'intubation. Donc, c'est des douleurs qui sont vraiment très fortes où on a l'impression en fait qu'on va s'éventrer, quoi. Voilà, ça, c'est pas forcément des bons moments ni des bons souvenirs. On mange très mal aussi à l'hôpital. Donc, quand on a déjà des douleurs au ventre, avec tous les gaz, parce que quand ils vous opèrent au niveau du ventre, il y a plein d'air qui rentre, et c'est pas de l'air qui va sortir, on va dire, par les voies naturelles, hein. C'est pas aussi simple que ça, et ça, en fait, c'est très douloureux, parce que je sentais vraiment que mes organes avaient été chamboulés, et donc plein d'air, et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait mal, mais dont j'avais pas du tout conscience, hein. Voilà, après, il y a le premier lever avec le kiné. Donc ça se fait le soir même de l'opération. Moi, les 2 premiers jours, voilà, on se fait pipi dessus. On est souvent laissé un peu pour compte parce qu'en plus, c'était vraiment dans un contexte plein Covid. Donc, voilà, je pense qu'ils avaient vu que mon conjoint était là. Donc, c'est lui qui gérait un peu toutes ces choses-là. Et après, c'est des contrôles toutes les 2 heures. Hein. Pendant la nuit, c'est pareil, toutes les 2 heures, des contrôles pour voir si les jambes fonctionnent bien. Voilà, c'est assez éprouvant, mais les journées sont longues, hein, parce que d'être allongé la majorité du temps, voilà, on attend, on sait qu'il y a l'infirmière qui passe à telle heure, qu'on a les prises de sang à telle heure, qu'après il y a le kiné qui vient, qu'on fait des exercices avec le kiné. Voilà, mais on se dit, heureusement, c'est que 5 jours. Et après, je vais rentrer à la maison. Quand je suis rentrée, j'ai quand même perdu 3 kilos même plus de 3 kilos pendant l'hospitalisation. Donc, il fallait vraiment que je me requinque. Parce que, voilà, ma maman qui m'a rendu visite à l'hôpital, je me souviens de sa tête où je voyais vraiment qu'elle était inquiète. Alors que moi, j'étais hyper sereine. J'étais contente, mais c'est sûr que là, j'avais pris un coup, quoi. Hein. On a le ventre qui est hyper gonflé, on est courbé comme une mamie. Moi, j'étais toute blanche, toute maigrelette, donc c'est sûr qu'on a hâte de se requinquer. Mais ça aussi, on a conscience que ça va prendre beaucoup de temps et qu'il va falloir être patient. Enfin, on n'a pas vraiment conscience à ce moment-là, mais on s'en rend compte quand même rapidement. Parce que faire quelques pas, ça demande un effort hyper important, quoi, à ce moment-là. Après, c'est vrai qu'il y a eu il y a eu plusieurs événements durant mon hospitalisation qui m'ont un peu, on va dire, traumatisée dans le sens où c'est revenu après les semaines qui ont suivi un peu en flash. Voilà, des gros loupés de la part de l'équipe médicale.
Donc ça, il a fallu que je le gère, surtout les nuits, comme je dormais pas. Je cogitais beaucoup, ça revenait souvent. Et puis il y a eu aussi l'acceptation du corps étranger, parce que quand j'ai vu donc sur les radios ce qu'ils m'avaient émis dans la colonne vertébrale, ça m'a fait bizarre. J'avais pas du tout anticipé ça. Parce que pour moi, déjà, on touche à la colonne vertébrale. Et là, de voir le matériel, c'est assez particulier comme sensation, en fait. Voilà, ça a mis quelques jours ça trottait un peu dans ma tête, jusqu'à ce qu'après, j'y pense plus trop, hormis quand je sentais le matériel, en fait, dans mon dos. Comment c'était le retour à la maison après ton hospitalisation ? Donc voilà, un retour à la maison correct, hormis ça, très contente d'être chez moi. Après, bon, évidemment, difficile de se voir comme ça. Donc déjà, le ventre est resté gonflé au moins pendant 1 mois et demi, 2 mois. Et puis, la perte de poids, c'est difficile, surtout quand on est maigre à la base, quoi. Parce que j'étais maigre. Donc là, vraiment, on voit que son corps a changé. Moi, j'ai vu aussi au niveau de ma courbure, il y a il y a une courbe qu'on ne peut plus avoir. Donc c'est vrai que le regard sur moi, ça a été difficile après coup, même par rapport à mon conjoint. Je me disais, mais je suis pas belle, quoi. Je fais pas féminine. Je suis très maigre. Je marche là comme une mamie. Et bien qu'évidemment, lui ne me faisait pas du tout ressentir ça, c'était vraiment propre à moi. J'avais envie d'être femme. Et c'est vrai que je me rappelle, m'acheter j'essayais de me maquiller plus. Je m'achetais des habits, même de la lingerie, des choses comme ça, pour essayer de me redonner un peu confiance en moi. Mais c'était pas évident. Ça l'est toujours pas, très clairement, on va pas se mentir. Ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler, je pense, sur le long terme. Mais voilà comment ça s'est passé. Tu as pu être soutenue par ton entourage ? L'entourage, oui, l'entourage soutient à hauteur de ce qu'il peut soutenir, parce que chacun a sa vie. Et ça, moi, je le comprends. Et surtout que moi, à ce moment-là, j'avais pas besoin d'un soutien énorme, parce que psychologiquement, j'allais super bien. C'était l'opération de ma vie, donc je passais mes journées à bouquiner, à regarder des séries. J'étais hyper positive. Je me plaignais pas. Voilà. Donc les gens passaient quand ils pouvaient passer. Voilà. Mais moi, le reste du temps, tout allait bien. Je refaisais le monde. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire après tout ça ? Je vais pouvoir reprendre ci, je vais pouvoir peut-être refaire ça, machin. Donc, voilà, l'entourage venait quand il pouvait, c'était bien. S'il venait pas, c'était bien aussi, quoi. Ça me dérangeait pas, on va dire. J'étais avec mes chats, chez moi. Mon conjoint, lui, était présent au maximum comme il le pouvait. Donc, pour moi, c'était ça le plus important. Et donc, il y a 1 an, tu as appris que ta greffe, n'avait pas prise. Parce que donc j'ai retrouvé un nouveau travail là où on s'est installé. Voilà, j'ai travaillé, j'étais à fond dans ce que je faisais dans mon travail, toujours à temps partiel, évidemment. Mais les douleurs se sont accentuées, et donc j'ai été consultée et on m'a fait faire une scintigraphie. Et donc c'était en novembre de l'année dernière, et donc là je vois dans le compte-rendu, parce que les gens sont pas, les professionnels de santé sont pas toujours à même de nous expliquer les choses. Donc je vois dans le compte-rendu qu'il y a déjà une hyperfixation du produit qui nous injecte. En fait, c'est une scintigraphie, il nous injecte un produit qui va venir se fixer sur toutes les inflammations qu'il y a au niveau. Donc là, moi, c'était ciblé sur la colonne vertébrale et le rachis, tout ça. Et en fait, il y avait une hyperfixation, c'était fluorescent à l'endroit où j'avais été opérée et puis à d'autres endroits. Et donc, ils suspectaient ce qu'ils appellent une pseudarthrose. Donc, j'ai dû chercher par moi-même ce que ça voulait dire. Et donc, de ce que je comprenais, c'était que, en fait, la fracture ne s'était pas résorbée. Donc, en fait, en creusant, et puis après coup, en revoyant mon chirurgien, j'ai appris qu'en fait, il m'avait fait une greffe. C'est-à-dire qu'il avait... alors, il n'avait pas prélevé quelque chose pour me le mettre dans l'os, mais il avait injecté un produit
qui était censé recréer de l'os et donc résorber la fracture. Sauf qu'en fait, ça n'a jamais pris, visiblement. Et j'ai une de mes cales qui s'est cassée. Donc ça a mis plusieurs mois avant que qu'on me le dise vraiment, que j'ai l'image de la radio, du matériel cassé, que le chirurgien me regarde droit dans les yeux et me dise « voilà, vous faites partie des 4% à qui ça arrive. Vous n'êtes pas fumeuse, donc c'est même pas dû à ça. C'est pas de bol. » Tu vas te dire, mais c'est pas possible, sort s'acharne contre moi. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là ? Par contre, ça a été vraiment le coup dur. Parce que je me suis dit, mais pourquoi en fait ? Pourquoi mon corps, il ne veut pas guérir malgré qu'on me fasse... Donc déjà, le corset avait été un échec, parce que ça peut se résorber avec un corset. Hein. Le corset a été un échec. Tout ce qu'on a essayé pendant des années, ça a été un échec. On m'opère, c'était censé être l'opération qui allait tout changer dans ma vie. Enfin, c'était comme ça que je le voyais. Et en fait, là, j'apprends que ça n'a pas fonctionné. Mon corps n'accepte pas de guérir. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Et je me dis, tous ces efforts, tout ça pour rien, quoi. Ce qui signifiait effectivement une deuxième opération. Cette fois-ci, qu'est-ce que le chirurgien t'a dit ? Et comment ça s'est passé ? Il me dit c'est beaucoup plus invasif comme opération, parce que là, donc, il venait me mettre vraiment des grosses vis. C'est vraiment du gros matériel qu'il vient mettre. Ça a une incidence hyper importante sur la colonne vertébrale, parce que ça vient vraiment figer tout. Il me dit, je vais vous refaire une greffe. Donc, il a pris au niveau d'une de mes crêtes iliaques un petit bout d'os. Il dit donc, c'est aussi possible que la greffe ne prenne pas à nouveau. Voilà, mais il me dit, l'idée, c'est qu'on vienne vraiment fixer de manière plus sévère votre fracture et en espérant que ça vous soulage au niveau des douleurs. Après, il m'explique aussi, il me dit, je dois être honnête avec vous, faut pas vous penser que vous n'aurez plus de douleur au dos, quoi. Donc, je lui ai dit, c'est un peu la peste ou le choléra, quoi. Que je me fasse pas opérer, que je me fasse opérer, finalement, j'aurai toujours mal au dos. Et il m'a dit, oui, mais il dit, l'idée, c'est quand même qu'on vienne guérir au mieux ce qui dysfonctionne initialement, en le fixant, quoi. Mais après, il dit, le problème, c'est que vous êtes jeune, et donc ces deux opérations ont une incidence hyper importante sur la colonne. Et donc, tout ce qui est au-dessus, donc tous mes disques, toutes mes vertèbres qui sont au-dessus de la zone qui a été opérée, travaillent doublement. Et donc, s'abîment beaucoup plus rapidement. Donc, il m'a dit, vous avez déjà le disque juste au-dessus qui est déjà hyper abîmé. Voilà, donc il dit, vous aurez toujours des douleurs. Mais il me dit, voilà, moi, je vous conseille cette deuxième opération. Donc là, ça a été vraiment hyper dur pour moi, parce que j'ai hésité, je savais pas, je pleurais beaucoup, j'étais en colère, vraiment, j'étais en colère. J'étais en colère contre moi, en colère contre mon corps, contre la vie, quoi. Je me disais, il n'y a pas de justice, enfin, vraiment. Et donc, finalement, voilà, j'ai dit à mon chirurgien, dites-moi ce que je dois faire. Et lui, il m'a dit, il faut qu'on opère. Donc, j'ai suivi son avis en ayant discuté beaucoup avec ma famille, avec mon conjoint. Et on a pris cette décision que j'y repasse, quoi. Mais par contre, mon état d'esprit n'était plus du tout le même que pour la première opération. Parce que quand on vit un échec comme ça, on se dit, quand on fait partie de 4%, moi, je me suis dit, je suis à l'abri de rien. Et j'ai eu peur. Là où la première fois, j'ai pas eu peur du tout. J'ai eu peur, je me suis dit, allez, avec la chance que j'ai, je sais pas, il va y avoir des complications. J'ai même, pendant une période, j'ai vraiment cru que j'allais mourir à cette opération. Je me suis mis un truc dans la tête. Mais en même temps, il se passe tellement de choses à ce moment-là qu'on se dit, mais en fait, il peut tout m'arriver, quoi. C'est exagéré, mais en vrai, c'est ce qu'on ressent. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti et je pense que c'est justifié. Voilà, j'appréhendais beaucoup. J'avais pas du tout envie d'y aller, forcément. Et donc, j'ai passé cette opération. Du moment où je suis rentrée à l'hôpital, mon conjoint a fait encore la même chose. Il est venu avec moi pendant toute la durée d'hospitalisation. Du moment où on est rentré, déjà la chambre était atroce, elle était hyper glauque. J'ai eu les 2 premières minutes, je me suis dit, mais non, je vais partir en courant, quoi. J'ai quitté mes animaux, mon cocon, ma montagne,
pour être là, retour en ville, dans un endroit atroce, une chambre horrible, pour subir une opération, franchement, que j'ai pas du tout envie de subir. Flemme, quoi, vraiment. Et puis d'un coup, je sais plus, j'ai commencé à rigoler. Et puis j'ai dit à mon conjoint, il faut qu'on reste dans ce mood-là, cet état d'esprit-là, qu'on rigole et qu'on en fasse une blague, quoi. Parce qu'on savait que du début jusqu'à la fin, de toute façon, ça allait être comme ça. Il faisait une chaleur pas possible, les repas étaient atroces. Enfin, tout était moche et vraiment, on n'avait pas envie d'être là, quoi. Et on a dit, ouais, allez, on fait un truc un peu humoristique. On s'est regardé un film qui nous faisait rire la veille de l'opération. Voilà, après, il y a le cardiologue qui passe, l'anesthésiste. On m'apprend que donc, je passe en première au bloc le lendemain matin. J'ai dit, par contre, vous me blindez en médicaments pour me calmer parce que clairement, là, moi, je ne revis pas comme la première fois où vous m'en avez pas donné et que ça avait été l'angoisse. Donc, voilà, vous me donnez, avant que j'aille au bloc, vous me donnez un truc pour que je sois calme parce que je suis capable de repartir en courant, quoi. Bon, pas en courant vraiment, mais voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Mais donc l'opération s'est déroulée, c'est bien déroulé. Voilà, après c'est les premiers levés. Je me suis retrouvée donc avec un drain, un fil qui reste donc dans la cicatrice pendant 3 jours. Et puis donc on a un fil avec une petite boîte qui retient du sang qui sort de notre plaie, quoi. Donc ça c'était 3 jours où je me baladais avec mon petit sac à main, je disais. Mais c'était un peu dégoûtant ça. Et j'avais pas eu ça à la première opération. Et puis on nous prévient pas, hein, on se réveille, on a ça, on nous en a pas parlé, quoi. Et donc voilà, ma préparation mentale des semaines précédentes fonctionnait puisque j'étais hyper sourire, à faire des blagues toute la journée. Je me suis pas plainte. Enfin vraiment, pourtant je ne dormais pas des nuits, hein. Mais je dormais pas du tout. Donc ça a été à un moment donné un peu l'angoisse pour moi parce que c'est atroce quand tout commence à s'éteindre, tout le monde dort et que nous on dort pas et qu'on souffre. C'était pas fou, mais j'attendais qu'une chose, c'était de rentrer chez moi. Donc j'ai tout fait en sorte pour rentrer le plus tôt possible et au lieu de rester 5 jours, j'ai pu partir au bout de 4 jours. Donc c'était génial, retour en ambulance allongée. 1h15 de trajet et enfin retour chez moi, dans mon cocon, avec mes animaux et c'était passé, quoi. J'avais passé cette épreuve qui m'a mise tellement mal pendant les mois qui ont précédé. Donc c'était passé, ça y est. Comment tu t'es préparée à affronter la deuxième opération pour ne pas sombrer ? Alors oui, c'est vrai que je m'étais préparée mentalement pour affronter cette deuxième opération. Parce qu'encore une fois, hein, je me disais, c'était soit je sombre, je pleurniche toute la journée, je retombe vraiment, comme il y a des années, j'avais pu sombrer. Soit je me prépare. Et je me dis que voilà, c'est une épreuve à nouveau. Que la première épreuve, j'ai réussi à la surmonter. Que finalement, c'est aussi cette épreuve qui m'a fait changer de vie et avoir la vie qui me rend heureuse que j'ai aujourd'hui. Donc peut-être que cette deuxième épreuve va m'amener vers encore du mieux. Donc je dis pas que ça a été facile du tout, hein, quand cette préparation mentale, elle a eu des hauts, des bas, comme tout le temps, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que j'ai réussi à me préparer pour affronter ça, même si j'avais clairement pas envie d'y aller et clairement pas envie de vivre ça. Est-ce que tu as pu consulter un psychologue durant toutes ces années ? Alors par contre, c'est vrai que non, pendant toutes ces années, hormis le moment donc où j'avais des troubles anxieux généralisés et puis un état dépressif où là j'avais été voir une psychiatre, mais en fait après, dès que je suis rentrée dans le monde du travail et même pendant mes études, je n'ai pas vu du tout de psychologue et je n'en ai toujours pas vu à l'heure actuelle, alors que j'aurais dû le faire depuis bien longtemps. Mais là, j'ai pris les devants et j'ai donc pris rendez-vous. Et je suis sur liste d'attente. Mais voilà, c'est vrai que voir un psychologue, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc, ça représente un budget. Et moi, je ne travaille pas aujourd'hui. Je suis en maladie. Et donc, à savoir que quand on est en maladie et qu'on n'avait plus de travail, puisque mon travail, en fait, mon CDD s'est terminé juste quand j'ai appris que j'allais me faire opérer.
évidemment, parce que les choses tombent toujours super bien au bon moment comme ça. Donc là, aujourd'hui, je suis en maladie parce que je peux pas être demandeur d'emploi puisque je ne suis pas apte à travailler. Mais donc, ce qui se passe au niveau du calcul des indemnités de maladie, c'est qu'il se base sur les salaires qu'on percevait et il verse 50%. Donc moi, je percevais des salaires d'une personne qui travaille à temps partiel, donc 50% d'un temps partiel. Donc, ce qui crée évidemment une précarité financière qui, pour moi, est un sujet... ça devrait être un sujet abordé et approfondi, quoi. Parce qu'on se retrouve en maladie, incapable de travailler et en plus en difficulté financière. Donc, je trouve que vraiment, il y a tout le combo pour qu'on sombre, en fait. Donc, non, ça va être fait parce que je me suis dit, il faut absolument que je voie un psy maintenant. Donc, ça va être un budget que je vais y accorder. Mais voilà, c'est pas forcément évident de pouvoir prendre soin de sa santé mentale dans des moments comme ça. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, parce que là, du coup, tu n'es plus en capacité de travailler pour le moment, que ce soit physiquement ou mentalement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Pourquoi tu n'es plus apte à travailler? Parce que les muscles du dos sont vraiment... y en a qui, à des endroits assez sectionnés, il y en a, ils sont carrément poussés, enfin, je sais pas, mais donc, bref, il faut remuscler tout au niveau du dos. Et ça a des incidences jusqu'à... moi, quand j'ai vu l'ostéo, jusqu'à ma boîte crânienne, j'avais eu des incidences. Au niveau digestif, c'est pareil. Le dos, en fait, ça touche tout le corps, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, je ne suis pas en capacité de travailler. Parce que pour être en capacité de travailler, il faut être bien et dans son corps et bien dans sa tête un minimum. Et là, c'est clairement pas le cas. Il faut être honnête, et surtout par rapport au métier que je fais et la manière dont je fais mon métier, il faut que je sois un minimum bien. Et là, je sais que je ne serai pas disposée à exercer correctement. Donc, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Et il faut que j'accepte de me soigner, d'aller au bout des choses. Qu'est-ce que les médecins ont récemment trouvé qui pourrait venir aussi empiéter sur ta guérison? Des douleurs nouvelles sont apparues au niveau des douleurs pelviennes qui se sont accentuées, des douleurs digestives. J'ai toujours eu des problèmes digestifs, mais là, ça s'est vraiment accentué. Et mon dos, ça s'est accentué aussi. Donc, ça, c'est pareil, faut l'encaisser psychologiquement. Parce que même si je suis habituée à souffrir depuis tant d'années, l'erreur qu'on peut vite faire, c'est de normaliser la douleur. Et c'est l'erreur que j'ai faite. C'est qu'on s'habitue à vivre avec elle et on n'est plus surpris qu'elle soit là. Et on banalise énormément de choses. Et donc, en fait, moi, ça fait des années que je souffre et que je me suis toujours dit c'est à cause de mon dos ou c'est à cause du stress. Ou voilà. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, il s'avère que, après avoir fait des examens, on est en train de me diagnostiquer une endométriose avec certainement une atteinte des ligaments hétérosacrés, donc qui sont tout près de la zone où j'ai été opérée, et donc qui expliquerait aussi que mon dos ne guérisse pas, parce que ça exerce des pressions sur la zone qui a été opérée. Donc voilà, ça c'est aussi, j'ai envie de dire, c'est la suite de cette année d'épreuves, parce qu'il y en a eu d'autres. Il a fallu aussi annuler un mariage, mon mariage. Je veux dire, c'est toutes des étapes, une succession d'étapes difficiles où, bien qu'on soit positif, à un moment donné, non. Je veux dire, c'est plus possible de se dire faut être super positif, chaque épreuve, j'en tire du bon. Non, là, aujourd'hui, avec ce que je découvre, donc, de l'endométriose qui s'ajoute avec aussi de l'adénomiose, là, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, si on doit être tout à fait objectif. J'ai plus envie d'en parler non plus autour de moi parce que j'en ai marre que alors toi ça va et ton dos, et c'est toujours une question qu'on me pose qui me définirait presque, mais en fait ça va jamais, et en fait ça peut pas vraiment aller mieux. Et moi, à chaque fois que je réponds à ces questions, c'est un peu comme si je rouvre une plaie aussi. Donc, j'ai plus envie d'en parler. Quand je fais des examens,
voilà, hein, y a des gens, ils font des examens, ils ont jamais rien, et tant mieux pour eux. Et sauf qu'il y en a d'autres, dès qu'ils font des examens, il y a quelque chose. Et c'est assez fatigant, hein, on va pas se mentir, de toujours faire partie de ceux qui ont quelque chose. Et donc moi, quand j'ai senti que je commençais à avoir des douleurs vraiment importantes, pelviennes, digestives, comme si j'avais une chape de plomb qui tirait sur mon dos, que les douleurs sont vraiment accentuées, la fatigue aussi, je me suis dit, il y a quelque chose. Mais après, je me suis dit, est-ce que c'est pas toi qui... à force, on se dit, on est peut-être folle, quoi. Enfin, je sais pas, il y a toujours quelque chose qui va pas, ça va jamais, quoi. Et j'ai bien fait de faire les examens. Parce qu'en fait, encore une fois, je me suis dit, mais pourquoi tu te fais du mal comme ça en doutant de toi et de ce que tu ressens ? Parce que les réponses, elles sont là, elles sont en face de toi, il se passe quelque chose et tu as raison. Tu as raison de dire que tu souffres, en fait, parce que c'est justifié. Donc, quelque part, quand j'ai appris que j'avais de l'endométriose, de l'adénomiose, on ne sait pas encore l'étendue parce que j'attends l'IRM, c'est 3 mois de délai. Mais je me suis dit, ça m'a permis de me dire, maintenant, quand tu sens que tu as quelque chose, c'est que tu as quelque chose. Il faut arrêter, en fait, de minimiser ce que je ressens. Et ça, c'est un message que j'adresse à toutes les personnes qui souffrent quotidiennement. Faut arrêter de normaliser cette douleur parce qu'on réussit à peu près à la dompter par moment et qu'elle cohabite avec nous. Mais on la banalise bien trop, en fait. Et on peut passer, du coup, à côté de maladies qui vont prendre de l'ampleur au fil du temps et qui peuvent, si on a aussi d'autres problèmes de santé, accentuer ces problèmes de santé. Et il faut s'écouter. Je dirais pas qu'il faut s'écouter aux personnes qui s'écoutent pour tout et rien, parce que ça, j'en côtoie aussi, et c'est difficile quand on souffre vraiment et quotidiennement et que nous, on ose à peine dire qu'on a mal quelque part et qu'on a des personnes qui se plaignent sans cesse de tout, de rien. À ces personnes-là, je ne pourrais pas leur dire il faut que tu écoutes ton corps, ton ressenti. Au contraire, je pense qu'ils devraient prendre un peu de recul. Mais par contre, pour toutes les personnes qui souffrent quotidiennement, qui ont des maladies chroniques, qui ont des pathologies chroniques, si, il faut s'écouter, parce que le problème, c'est qu'on peut passer à côté de choses. Et je me dis, en fait, l'endométriose n'est pas arrivée du jour au lendemain. Elle est là depuis des années. Et j'ai pas su l'écouter, j'ai pas réussi à écouter, et je me suis pas prise en charge assez tôt, finalement. Franchement, tout ça, c'est vraiment pas facile à vivre. D'où tu tiens cette force pour tenir comme ça, pour rester positive, Alors, d'où je tire ma force ? Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent expliquer, je dirais plus que j'ai cette capacité maintenant d'être un peu résiliente, on va dire. D'une part, il y a une question d'habitude. Je pense que quand on est habitué à rencontrer des difficultés, des épreuves, que ce soit de la douleur psychologique comme de la douleur physique, plus souvent on y est confronté, malheureusement, plus on s'y habitue. Donc on se dit, c'est une épreuve, t'en as déjà connu avant et t'en connaîtras peut-être encore. T'as réussi à passer les autres, donc tu vas réussir à passer celle-ci. Ça peut mettre plus ou moins longtemps, mais il y a cette notion quand même d'habitude. D'une part. Après, je dirais aussi que par rapport au métier que je fais, ça m'apprend beaucoup à relativiser quand même. Pas toujours, parce que des fois, on a le droit quand même aussi de se dire j'ai vraiment pas de chance. Mais voilà, d'être confronté à des personnes qui ont des parcours de vie très, très compliqués, beaucoup plus compliqués que le mien, qui sont très souvent seuls. Moi, ça me permet aussi de me dire focus sur les choses que tu as plutôt que ce que tu n'as pas. Donc, je trouve qu'il y a un symbole qui représente assez bien ça. En tout cas, moi, ça me parle depuis quelque temps. C'est le trèfle à 3 feuilles. C'est que je me dis, tout le monde cherche toujours un trèfle à 4 feuilles parce que c'est ce qui représente la chance. Et alors qu'en fait, quand on se balade en forêt, on voit qu'il y a énormément de trèfles à 3 feuilles. Et donc moi, je me suis dit maintenant que j'allais me faire une petite collection de trèfles à 3 feuilles et que si la chance, je la définis par un trèfle à 3 feuilles, elle se présentera plus souvent. Et que moi, j'ai peut-être pas de chance sur certaines choses, mais j'ai beaucoup de chance sur d'autres.
Alors, tout ne tombe pas du ciel, hein, parce que quand on dit « t'as de la chance », c'est des choses qu'on construit, qu'on crée. Ça demande des fois beaucoup de travail, voilà. Mais ça reste une chance et donc j'essaye le plus possible de me focaliser sur ce que j'ai plutôt que ce que je n'ai pas. Ce que je deviens plutôt que ce que peut-être avant j'aurais voulu devenir. Et finalement, Adèle d'aujourd'hui, c'était pas du tout celle que j'aurais imaginée il y a des années, mais elle me déplaît pas tant que ça en termes de valeurs et de la vision de la vie que j'ai. Donc voilà, je me dis que ces épreuves, malgré tout, m'ont renforcée et m'ont permis d'être une personne qui a des valeurs qui, à mon sens, sont primordiales. Et voilà, ça m'a beaucoup aidée dans l'exercice de mon métier. Donc voilà, j'essaie de trouver le positif dans ce qu'on peut percevoir comme du négatif. Et après, évidemment, moi, je me dois aussi d'être forte et combative, on va dire, pour les gens qui m'aiment et qui sont là au quotidien avec moi. Évidemment, je pense à mon conjoint en premier lieu, qui est là depuis 12 ans. Donc lui, il a connu l'Adèle d'avant. Et il vit avec l'Adèle d'aujourd'hui donc depuis 12 années, dans le plus difficile comme dans le meilleur. Et j'ai vu aussi que lui, son regard sur moi a évolué positivement malgré ce que j'ai traversé. Là où il aurait pu baisser les bras, partir, se dire « mais moi, j'ai pas envie d'une fille qui a toujours des problèmes ». Enfin, voilà. Et au final, non. Et il me le dit aussi que voilà, son amour s'est renforcé en me voyant passer toutes ces épreuves. Et ça nous a renforcés tous les deux. Et voilà, je me dis, ma force, je dois être forte quotidiennement et passer ces épreuves-là pour lui, parce qu'il est là pour moi tout le temps. Et voilà, et ça vaut aussi pour les gens qui m'entourent et qui m'aiment telle que je suis. Voilà, pour passer encore d'autres bons moments ensemble et pour être à la hauteur de ce qu'ils font pour moi au quotidien. Et j'essaye aussi de dédramatiser, de me dire que ma situation, elle pourrait être nettement plus compliquée. La première chose que j'ai pensée quand j'ai ouvert mes yeux après ma deuxième opération, j'ai essayé de bouger mes jambes, j'ai senti qu'elles bougeaient. Déjà, je me suis dit, t'es en vie. Et en plus, tes jambes, elles répondent. Donc, ça va aller, quoi. Moi, je me dis, tant que je peux marcher, je marche, malgré la douleur, malgré que ce soit compliqué, malgré que ça demande une organisation, tout ça. J'ai déjà une chance énorme de pouvoir marcher. Donc, voilà, c'est ce qui me rend forte aussi, d'essayer de me focaliser sur ce que j'ai et pas ce que j'ai pas. Je dis pas que c'est toujours... je suis toujours dans cet état d'esprit, hein, évidemment. Mais il faut essayer de l'être au maximum. Et aussi, si je peux adresser un message aux personnes qui ne souffrent pas quotidiennement, rendez-vous compte de la chance que c'est. Moi, je me rends compte de la chance que j'ai de pouvoir marcher, d'avoir quelques moments de répit où je ne souffre pas. Je pense qu'à l'échelle de chacun, on peut essayer de se rendre compte de la chance qu'on a et de prendre soin de soi et de pas se laisser de pas se laisser aller, parce que c'est vraiment une chance d'avoir un corps qui fonctionne bien. Et faut en prendre soin, il faut l'écouter. Des fois, il faut éviter de l'écouter trop, parce que voilà, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, ça peut être un peu problématique. Mais c'est vraiment une chance d'être en bonne santé et il faut s'en rendre compte. Et moi, j'ai pas de regrets par rapport à toute mon enfance, adolescence, où j'ai fait énormément de sport, parce que aujourd'hui, je peux plus en faire à ce niveau-là. Mais au moins, je l'ai fait un jour dans ma vie et j'ai pas de regrets par rapport à ça, même si au final, ça a eu des effets négatifs par rapport à mon dos. Mais au moins, j'ai connu cette époque de pouvoir me dépasser, de pouvoir me faire du mal, mais d'être contente, d'avoir un corps qui était très, très en forme et c'était une belle époque. Donc pour les gens qui sont encore en capacité de connaître cette belle époque pendant des années et des années,
Et franchement, faut en profiter parce que, comme on dit souvent, le temps passe vite et c'est pas une fois qu'on peut plus le faire qu'il faut avoir des regrets. Voilà. Si tu as un conseil à donner aux personnes étant dans la même situation que toi avec une spondylolisthésis et ou des symptômes d'endométriose ou d'adénomiose, étant dans l'incapacité de travailler, qui se posent plein de questions sur leur vie, quel message souhaites-tu leur faire passer ? Alors un conseil donc aux personnes qui seraient dans la même situation que moi ou avec des symptômes qui ressemblent et qui sont dans l'incapacité de travailler. Donc déjà, il y a plusieurs choses qui peuvent se mettre en place. Donc si c'est des personnes qui sont déjà en poste, qui ont un CDI ou qui sont titulaires, déjà, il ne faut pas hésiter à faire une demande donc, de reconnaissance de travailleurs handicapés auprès de la MDPH. Ça, c'est une démarche qui est assez simple à faire. Enfin, c'est un dossier à monter. Il y a le médecin traitant qui doit aussi remplir un certificat. Mais donc, si c'est accepté, ça peut leur permettre de demander à leur employeur un aménagement du temps de travail, du matériel qui soit approprié à leur pathologie. Donc, ça peut être un bureau, une chaise de bureau qui soit adaptée. Et surtout, ça reconnaît leur handicap. Et donc, l'employeur est obligé aussi de le reconnaître et de prendre soin de son employé. Donc ça, c'est quand même une démarche que j'inciterai les gens à la faire, à la demande de la RQTH, on appelle ça. Après, il y a d'autres choses qui peuvent se mettre en place si on n'est pas en capacité, par exemple, d'occuper un travail à temps plein. On peut prendre un rendez-vous avec le médecin conseil de la sécurité sociale. Et puis, en fonction des pathologies qu'on a, de l'incidence que ça a sur notre vie quotidienne, et en fonction du bon vouloir du médecin conseil et de toutes ces grilles, en fonction des pathologies, tout ça, il peut accepter donc différents. Il y a 3 types d'invalidité, une invalidité 1, 2 ou 3. Et donc, par exemple, il peut vous dire, écoutez, je vous accorde une invalidité de niveau 1, ce qui implique que maintenant vous travaillez à temps partiel parce que vous ne pouvez pas travailler à temps plein, mais par contre vous allez avoir une compensation financière, une compensation parce que vous ne pouvez pas travailler plus. Donc vous aurez votre salaire, sur par exemple à temps partiel, je dirais de 1 200 € par exemple. La sécurité sociale pourra vous verser 200 ou 300 € en complément. Et après, donc, il y a une catégorie 2, catégorie 3. Donc ça, c'est en fonction, ça peut être des incapacités donc, qui sont totales de travail. Donc, c'est la Sécu qui prend en charge et qui vous rémunère. Après, il existe aussi donc, l'allocation adulte handicapé. Donc ça, c'est quand on est reconnu à plus de 80% de handicap. Ça équivaut maintenant bientôt à 1 000 € par mois. Et donc ça, c'est pour des gens qui ne sont plus du tout en capacité de travailler. Mais il existe des choses. Donc moi, le conseil que je donne, c'est d'oser en parler à ses collègues quand on rencontre des difficultés, quand on souffre au quotidien, parce que exercer son métier avec des douleurs quotidiennes chroniques, on n'exerce pas notre métier de la même manière que notre collègue qui n'a aucun problème de santé. Et ça, c'est à prendre en considération. Moi, je trouve qu'on est tous courageux pour ceux qui arrivent à travailler quand même, mais pour qui c'est difficile chaque jour. C'est beaucoup de courage. Mais par contre, il ne faut pas non plus pousser le bouchon trop loin et se mettre vraiment en difficulté. Donc moi, je dirais quand même qu'il faut vous préserver pour pouvoir exercer au mieux votre métier et dire quand vous pouvez plus, vous pouvez plus. Et puis, si ça doit prendre 1 an, ça prendra 1 an pour que vous alliez mieux. Comme on le dit toujours, la santé doit passer en priorité. Après, je sais que c'est très compliqué parce que aujourd'hui, même quand on est malade, on n'a pas un soutien au niveau financier qui est à la hauteur de ce qu'on traverse. Et donc, c'est beaucoup de choix. Et des fois, on préfère pouvoir payer son crédit plutôt que de prendre soin de sa santé. Donc, c'est vraiment pas évident. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à en parler à son médecin, à ses collègues, à une assistante sociale.
Tout le monde peut être amené à rencontrer une assistante sociale et qu'elle vous aide dans des moments comme ça, à entamer des démarches que vous n'oseriez pas ou que vous n'arriveriez pas à faire. Avoir quelqu'un qui vous écoute voilà, de la bienveillance. Donc, il ne faut pas hésiter à faire les choses et aller au bout des choses qui pourraient vous améliorer la vie. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie quelque part, on n'a rien demandé à ce qui nous arrive, qu'on essaie de jongler pour trouver un équilibre, quelque chose qui tienne la route, qui nous donne un sens à ce qu'on fait. Mais si on peut avoir des coups de main à côté, il faut pas dire non, quoi. Eh bien, merci infiniment, Adèle. Chers auditeurs, vous étiez sur État d'âme. N'oubliez pas, chaque femme est unique, mais certains parcours de santé s'entremêlent. À très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous. On the way to being free. On the way to being free.